17 juillet 1971. Une voiture est arrêtée dans une rue déserte de Pontiac, dans l'État du Michigan. À l'intérieur, un couple d'amoureux, Tommy Barton, 19 ans, et Doris Lewin, 17 ans. Il est 1 heure du matin. Les deux jeunes gens, sensibles au romantisme de cette belle nuit de pleine lune, ne se préoccupent que d'eux-mêmes. Aucun d'eux n'a vu le groupe de 3 hommes qui s'approchent silencieusement derrière. Et brutalement, c'est l'agression. L'un des 3 hommes braque un revolver sous le nez du jeune homme, à travers la fenêtre ouverte. Pas un cri, pas un geste. Allez, monte derrière et plus vite que ça. Tommy Barton, livide, s'exécute. À l'avant, Doris, les yeux hagards, retient ses larmes. L'homme s'est installé au volant. Ses 2 compagnons sont montés à l'arrière. Eux aussi sont armés d'un revolver. Après un démarrage en catastrophe, la voiture file rapidement à travers les rues de la ville endormie. Sur le siège avant, Doris sanglote doucement. Tommy sent l'angoisse monter inexorablement en lui. Que leur veulent-ils? Où emmènent-ils? Aucun d'eux n'est masqué, ne cherche à dissimuler ses traits, comme si cela n'avait aucune importance, comme si la voiture a quitté la ville. C'est maintenant la pleine campagne. Tommy Barton frissonne. La pleine lune, qui éclaire les champs, a désormais un aspect sinistre. Le chauffeur donne brusquement un coup de volant à droite et s'engage dans un chemin de terre. Après quelques centaines de mètres, il stoppe. Tommy Barton a aussitôt la certitude que c'est la fin. Les 2 hommes à ses côtés se précipitent sur Doris, tandis que le chauffeur se retourne et pointe son arme. Allez, sors. On va se promener. Tommy quitte la voiture. Sous la lune, les champs de pommes de terre semblent appartenir à une autre planète. Au loin, il voit Doris qui se débat, qui appelle à l'aide, qui hurle. Tommy Barton sait que l'homme va tirer. Il l'a parfaitement reconnu, et pourtant l'autre ne semble pas inquiet. Au contraire, il sourit. Tommy se jette brusquement à gauche. Il sent partir le coup, la balle lui frôle la joue. Il court comme un fou. Une seconde balle siffle à ses oreilles. Une 3e retentit. Il ressent une douleur fulgurante dans le dos, puis une autre dans la poitrine. La bouche pleine de terre, Tommy Barton entend les pas qui approchent. Sa seule chance, faire la mort. L'homme se penche, le retourne du bout du pied, hésite un instant et repart. Pendant un temps qui lui semble interminable, Tommy entend les hurlements de Doris. Brusquement, il y a un coup de feu, suivi d'un court silence, puis d'un bruit de moteur. La voiture passe tout près de lui, s'éloigne, et c'est le silence définitif. Malgré sa faiblesse, Tommy se lève, couvert de sang. En titubant, il avance parmi les champs. La centaine de mètres qu'il doit parcourir lui semble interminable. Enfin, il arrive sur les lieux où se trouvait Doris, elle est entièrement nue. Elle porte une plaie béante au front. Tommy Barton s'évanouit. Le jeune homme reprend conscience à l'hôpital. Les infirmières lui apprennent qu'il vient de passer une semaine entière entre la vie et la mort, mais qu'il est tiré d'affaire. Elles lui annoncent aussi une visite, la première, un officier de police, le lieutenant Pickford. Ne vous agitez pas, monsieur Barton. Dites-moi seulement si vous avez reconnu vos agresseurs. Le blessé répond d'une voix faible. Oui, celui qui a tiré sur moi, c'était Taylor. Il habite tout près de chez moi. Bob ou Gilbert? Le lieutenant parle d'une voix douce. Vous ne vous souvenez pas du prénom, cela n'a aucune importance, monsieur Barton. J'en sais déjà assez. Mais Tommy Barton se redresse sur son lit et s'agite. Mais si, c'est important, très important. C'est Bob ou Gilbert Taylor. Mais je ne sais pas lequel. Ce sont des jumeaux. Le lieutenant Pickford continue à prendre des notes. Voyons, monsieur Barton, vos agresseurs étaient 3. Je suppose donc que le frère jumeau de celui qui a tiré sur vous était l'un des 2 autres. Le blessé s'agite de plus en plus. Non, non. Le 2e était un noir, et le 3e avait une forte moustache et l'accent mexicain. Je ne les avais jamais vus. Il n'y avait qu'un des jumeaux, j'en suis sûr. Il marque un temps, puis dit avant de retomber sur son oreiller. Mais je ne sais pas lequel. Une infirmière entre alors dans la chambre et met fin à l'interrogatoire. Dehors, le lieutenant Pickford mesure l'originalité du cas, mais reste confiant.
Il n'a qu'à faire son métier de policier et finira bien par trouver lequel est coupable. Le lieutenant se rend aussitôt chez les Taylor, qui vivent avec leur mère dans un pavillon misérable de la banlieue de Pontiac. Au coup de sonnette, un jeune homme vient lui ouvrir, vêtu d'un blue jean et d'une chemise crasseuse. Le lieutenant attaque sans détour. « Tu es Bob ou Gilbert ?» Le grand adolescent, qui doit avoir environ 18 ans, marque un temps et répond d'une voix traînante. « Gilbert, pourquoi ?» Lieutenant Pickford de la police criminelle. « Où étais-tu la nuit du 16 juillet ?» Gilbert Taylor répond sans s'émouvoir. « Je suis allé au cinéma. Je suis rentré à minuit. » Le lieutenant note mentalement « pas d'alibi » et il réprime un mouvement de surprise. Le garçon qui vient d'entrer est la réplique exacte de Gilbert. Une seconde décharge pour Pickford. « C'est bien toi, Bob Taylor ? Où étais-tu la nuit du 16 ?» La réponse vient avec la même voix traînante et le même timbre. « Attendez voir. Je suis allé faire un tour. »« Tout seul ? » ?»« Oui. »« Pourquoi ? » ?»« C'est interdit. »« Et tu es rentré à quelle heure ? » ?»« Je ne sais pas. » »« Vers minuit. » Le lieutenant s'éponge le front. Aucun des deux n'a d'alibi. Il sent qu'il ne pourra rien tirer des jumeaux pour l'instant. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Il convoque leur mère, qui arrive le lendemain, intimidée, modeste. Ses papiers disent qu'elle a 40 ans, mais son visage paraît bien plus marqué. À peine assise, elle sanglote. Cela devait arriver un jour. Je savais que cela se terminerait par un malheur. Madame Taylor pleure, accablée. Le lieutenant la coupe. Il est trop tard pour avoir des regrets. Répondez seulement à mes questions. À quelle heure sont rentrés vos fils la nuit du meurtre ? Madame Taylor s'essuie les yeux. J'étais dans ma chambre. Le premier est rentré vers minuit. Le second bien plus tard, presque 3 heures du matin. Le lieutenant s'énerve. Mais duquel s'agissait-il ? Bob ou Gilbert ? Madame Taylor, terrifiée. Je ne sais pas. Je n'ai pas ouvert ma porte, et comme ils couchent dans la même chambre. Le commissaire tente de garder son calme. Admettons que vous n'ayez rien vu. Mais vous pouvez nous aider. Vous le devez. Il insiste. Vous connaissez Bob et Gilbert mieux que personne. D'après vous, lequel serait capable de commettre ce crime ? Madame Taylor, le regard vide, lâche. Les deux, lieutenant. Depuis que leur père est parti, ce sont des vauriens. Menteurs, voleurs, drogués. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais ce n'est pas facile quand on est seul. Totalement découragé, le lieutenant Pickford laisse partir Madame Taylor. Son témoignage confirme une situation invraisemblable. L'un des fils est coupable, l'autre innocent. L'un est rentré à minuit, l'autre à 3 heures du matin. Mais lequel ? Rien ne permet de le dire. Tout est semblable en eux, pas seulement leur physique. Moralement, ils ne valent pas plus cher l'un que l'autre. Tous deux auraient pu commettre le crime. La décision du lieutenant. Face à cette impasse, Pickford arrête les deux jumeaux, le temps de poursuivre son enquête. Mais celle-ci n'aboutit à rien. Les deux autres agresseurs, le noir et le mexicain, demeurent introuvables. 3 mois plus tard, les jumeaux passent en jugement pour meurtre et tentative de meurtre et viol. Le procès en avril 1972. Des journalistes sont venus de tout le Michigan, voire de tout le pays. Quand les jumeaux entrent dans le box, eux murmurent dans le public. Et ils sont absolument identiques, en costume gris rayé et chemise rose. Après un moment de flottement, le président posa la question traditionnelle. Bob Taylor, plaidez-vous coupable ou non coupable ? La réponse vient, d'une voix traînante. Non coupable, votre honneur. Puis c'est la seconde question. Gilbert Taylor, plaidez-vous coupable ou non coupable ? Et la seconde réponse. Non coupable, votre honneur. Dans l'assistance, un brouhaha éclate que le président doit calmer. C'est hallucinant. La voix des jumeaux est exactement identique, une voix des faubourgs, un peu traînante. D'ailleurs, chacun a-t-il vraiment répondu à la bonne question ? N'ont-ils pas interverti leur réponse, par jeu ? Si c'est le cas, personne ne s'en serait rendu compte. Le procès de Bob et Gilbert Taylor continue comme un procès ordinaire. Les témoins cités par l'accusation se succèdent, tous évoquant la moralité douteuse des jumeaux. La défense, elle, n'a cité aucun témoin, elle estime ne pas en avoir besoin.
Mais tout le monde attend le témoignage capital, celui de Tommy Barton. Quand il arrive, un long silence s'installe dans la salle. Le président s'adresse à lui, gravement. Monsieur Barton, il n'y a que vous qui puissiez éclairer la justice. Regardez encore une fois les accusés. Il y a peut-être un détail qui va vous revenir. Monsieur Barton, je vous en conjure, essayez de nous dire lequel est votre agresseur. Dans un silence total, Tommy Barton s'approche du box. Il promène alternativement son regard de Bob à Gilbert, ou de Gilbert à Bob. Qui pourrait dire? Au bout de quelques minutes qui semblent interminables, il revient à la barre des témoins. Il secoue la tête. Non, monsieur le président, honnêtement, je ne peux rien dire. Dans ces conditions, la cause était entendue. Entre condamner un innocent et laisser libre un coupable, le droit et même la simple justice ne pouvaient pas hésiter. À l'annonce du verdict, celui d'entre eux qui avait tiré sur Tommy Barton n'a montré aucune réaction. Ils sont restés tous les deux parfaitement indifférents, du moins en apparence. Protégés par la police, Bob et Gilbert Taylor sont partis du même pas. Cette fois, plus rien ne les distinguait l'un de l'autre. Le juge venait de leur dire. Faute de preuves, vous êtes libres. Lequel des deux? C'est la question qui restera à jamais sans réponse. Dans le regard de Tommy Barton, il n'y avait ni haine, ni certitude, seulement l'ombre d'un doute. Devant la loi, Bob et Gilbert Taylor sont des hommes libres. Mais dans le cœur de chacun, l'un d'eux est un violeur. L'un d'eux est un meurtrier. Et tous les deux se taisent. La vérité, elle est quelque part entre deux. Mais elle ne parlera jamais. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner. Et à activer la cloche pour ne rien rater.